Lyon, 15 mars 2026, 6h15. Laurent Wauquiez venait tout juste de raccrocher après un appel fulgurant avec Emmanuel Macron. Quelques phrases échangées, mais suffisantes pour bouleverser son destin. « Laurent, j'ai besoin de vous à Matignon. Sébastien vient de jeter l'éponge et vous êtes le seul à pouvoir tenir ce quinquennat. » Un sourire triomphant illuminait le visage du président des Républicains et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après des années passées dans l'ombre de l'opposition, le voilà enfin à l'orée du pouvoir tant désiré. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que dans moins d'une journée, son rêve de grandeur serait pulvérisé, au cœur d'un scandale politique retentissant qui marquerait sa carrière à jamais. « Enfin !» s'exclama-t-il, se tournant vers ses conseillers, tous figés dans l'attente. Macron a enfin compris que la droite républicaine était indispensable pour sauver la France. L'électricité dans la pièce était palpable. Depuis la démission surprise de Sébastien Lecornu, survenue seulement 1 heure plus tôt, le téléphone de Wauquiez n'avait pas cessé de vibrer. Journalistes, élus et responsables politiques cherchaient tous sa réaction face à ce séisme gouvernemental. Mais l'appel présidentiel venait de tout changer. « Mes amis » lança-t-il galvanisé à son équipe. « Dans 48 heures, je serai Premier ministre. Préparons notre ascension au pouvoir car le moment est enfin arrivé. » Rien dans ce scénario ne semblait farfelu. À 49 ans, ancien ministre sous Nicolas Sarkozy et président d'une région populaire, Laurent Wauquiez tenait les Républicains d'une poigne de fer. Sa gestion de la crise du Covid en Auvergne-Rhône-Alpes avait propulsé son image sur la scène nationale. Et ses critiques équilibrées mais incisives de la politique macroniste faisaient de lui un recours crédible. « Laurent a exactement le profil qu'il nous faut », confiait ce soir-là un proche de Macron. Il incarne cette droite républicaine traditionnelle, expérimentée et surtout capable de rapporter les voix LR nécessaires pour former une majorité à l'Assemblée. Depuis des mois, l'idée d'une telle alliance flottait dans l'air. Alors que Le Pen et Mélenchon gagnaient en puissance, les forces centristes cherchaient à se rassembler. La démission de Lecornu semblait ouvrir la porte à cette union tant attendue. Avec ça, nous aurons enfin le gouvernement le plus stable depuis le début du quinquennat, jubilait-il. Fini les compromis forcés avec l'extrême gauche ou l'extrême droite. La France mérite mieux que ce spectacle. Les préparatifs s'enchaînèrent sans attendre. Wauquiez convoqua d'urgence les dirigeants du parti, planifiant chaque détail. Composition du futur gouvernement, priorités politiques et surtout stratégie de communication autour de cette alliance historique. « C'est un moment décisif pour notre famille politique », expliqua-t-il aux cadres réunis dans les locaux lyonnais. « Nous avons l'occasion de revenir au pouvoir avec dignité, un vrai programme et une légitimité incontestable. » Enthousiasme et prudence se mêlaient dans la salle. « Es-tu sûr que Macron ne va pas reculer ?» demanda Aurélien Pradier, secrétaire général du parti. « Absolument », répondit Wauquiez, sûr de lui. « Il n'a pas le choix. Sans nous, son quinquennat est condamné. » Et cette confiance n'était pas vaine. Les sondages confirmaient qu'une majorité stable à l'Assemblée n'était possible qu'avec une alliance LR. Wauquiez, respecté par sa base, pouvait réellement imposer cette coalition. « Nous négocierons sur un pied d'égalité », assura-t-il à ses troupes. « Pas question de jouer les seconds rôles. Nous voulons des ministères stratégiques, un poids réel dans les décisions et la certitude que nos valeurs seront respectées. » La nuit s'étira bien au-delà de l'heure habituelle. Wauquiez et son équipe passaient au crible chaque détail. Qui composerait le gouvernement? Quel dossier politique serait prioritaire? Comment articuler la communication autour de cette étape historique? L'ancien président de l'UMP, rompu aux négociations au plus haut niveau, orchestrant chaque décision comme une horloge suisse, annonçait fièrement « Demain matin, premier avion pour Paris. À 10h, rendez-vous à l'Élysée pour finaliser les accords. À 15h, déclaration commune avec le président. Et demain soir, Matignon m'accueillera. » L'emploi du temps coulait comme du beurre, huilé jusque dans les moindres détails. Même l'annonce de sa nomination auprès des principaux médias et la planification des dossiers urgents avaient été prévues avec minutie. « Laurent est dans son élément », observait un conseiller impressionné. « Il a attendu ce moment toute sa vie et la façon dont il gère cette transition montre qu'il est véritablement taillé pour ce rôle. » Et en effet, Wauquiez rayonnait.
Après des années d'opposition parfois pénible, après les revers électoraux répétés de la droite, il allait enfin pouvoir concrétiser ses idées au sommet de l'État. Avant de quitter Lyon pour Paris, il confiait à la presse locale « Cette nomination redonnera de l'espoir à tous ceux qui croient encore aux valeurs républicaines. La France a besoin d'un gouvernement sérieux et expérimenté, capable d'agir et non de se limiter à la communication. » Le vol vers la capitale eut des allures de triomphe. Accompagné de ses principaux collaborateurs, tous galvanisés par la perspective imminente, Vauquier affichait une sérénité et une assurance remarquables, minutieusement observées par les journalistes à bord. Aucun signe de stress, nota un reporter de France Inter. Il semble prêt à endosser cette responsabilité historique. À Roissy, l'arrivée fut un spectacle médiatique. Une meute de journalistes attendait le futur premier ministre. Élégant dans son costume sombre, Vauquier répondait aux questions avec le sourire et la confiance de celui qui maîtrise parfaitement les enjeux. « Monsieur Vauquier, comment percevez-vous cette alliance avec Emmanuel Macron ?» demandait-on. « Dans l'intérêt supérieur de la France », répondit-il. « Traverser ces moments difficiles exige de dépasser les clivages pour rassembler les Français autour de l'essentiel. » Et lorsqu'on l'interrogeait sur ses premières mesures, « Nous nous concentrerons sur l'économie, la sécurité et la réconciliation nationale. La France mérite un gouvernement qui agit, pas un gouvernement qui se contente de communiquer. » Chaque mot, chaque phrase semblait peser au gramme près. Vauquier incarnait déjà l'homme d'État, sûr de son rôle et des codes de la scène politique. Direction l'Élysée, ce 16 mars 2026, 9h30. Arrivé avec un quart d'heure d'avance, Vauquier envoyait un signal clair. Il n'était pas question de faire attendre le président pour ce rendez-vous crucial. « Monsieur le futur premier ministre », lança l'huissier avec un brin d'ironie, et Vauquier répondit par un sourire détendu, confiant, résultat d'une nuit entière passée à décortiquer dossiers, préparer ses arguments et anticiper chaque question susceptible de surgir. L'entretien avec Macron était prévu pour durer 2 heures et devait sceller les derniers détails. Qui prendrait quel ministère, la répartition des portefeuilles, le programme commun, le calendrier législatif. Laurent arrivait avec un dossier complet, fruit d'un travail nocturne acharné. Plus tard, un conseiller de l'Élysée confiera. Emmanuel Macron était impressionné par sa préparation. Laurent avait réponse à tout, maîtrisait chaque sujet et savait exactement ce qu'il voulait obtenir. À 10 heures pile, les deux hommes se retrouvèrent dans le bureau présidentiel, dans une atmosphère cordiale mais extrêmement professionnelle, chacun conscient de l'enjeu pour l'avenir politique du pays. « Laurent, je suis ravi que vous acceptiez cette mission », commença Macron. « La France a besoin de stabilité et votre expérience nous sera précieuse. » Monsieur le Président, c'est un honneur de servir la République dans cette période difficile, répondit Vauquier, serein. Les négociations avançaient à un rythme presque irréel. Très vite, Vauquier obtenait presque tout ce qu'il demandait. Le ministère de l'Intérieur pour LR, celui des Finances, celui de l'Éducation. Macron semblait prêt à tous les compromis, soulagé d'avoir trouvé une solution qu'il aurait presque accordée sur n'importe quelle base, comme l'analysera plus tard un politologue. À 11h30, alors que tout semblait parfaitement verrouillé, Macron se retrouva dans une situation de vulnérabilité totale. Le téléphone présidentiel vibra et l'interrompit. Décrochant, il écouta quelques secondes et son visage blêmit. « Excusez-moi Laurent, je dois prendre cet appel », murmura-t-il, laissant Vauquier dans le salon adjacent, confiant et occupé à peaufiner les derniers détails avec son équipe. Dans quelques minutes, il serait officiellement Premier ministre. Mais l'appel s'éternisait, et derrière la cloison vitrée, l'expression de Macron trahissait une surprise croissante. Quelque chose ne tournait pas rond. 15 minutes plus tard, à 11h45, il réapparut, visiblement troublé. « Nous avons un problème. Sébastien vient de me rappeler, il retire sa démission. » Le monde de Vauquier s'effondra en un instant. « Quoi? Il retire sa démission ?» balbutia-t-il, incrédule. « Si, c'est exact, » confirma Macron, essayant de garder contenance. Il a réfléchi toute la nuit et souhaite finalement poursuivre sa mission. « Mais nous avions un accord, » protesta Vauquier, les mots gelés dans sa gorge. « Vous m'aviez donné votre parole. » «
Je suis désolé, Laurent. Mais si Sébastien revient, je ne peux pas le refuser. Il connaît les dossiers et a la confiance de l'Assemblée. » La suite de la conversation se transforma en véritable cauchemar. Macron, embarrassé, tentait d'expliquer ce retournement spectaculaire. « Comprenez bien, Laurent, ce n'est que partie remise. Sébastien ne tiendra peut-être pas jusqu'à la fin du quinquennat. » Vauquier, d'une voix blanche, coupa sèchement. « Monsieur le Président, vous venez de ruiner ma crédibilité politique. Comment voulez-vous que je l'explique à mes troupes, à la presse, à la France entière ?» L'entrevue se conclut dans un silence glacial, comme si l'air lui-même refusait de respirer. Vauquier quitta l'Élysée écrasé par l'humiliation, la colère et le désenchantement. En quelques minutes, le rêve de Matignon s'était mué en un cauchemar politique impitoyable. Le trajet jusqu'à sa voiture fut un supplice. Les journalistes qui l'avaient vu entrer triomphant l'observaient sortir brisé, le visage fermé et les yeux trahissant l'amertume. « Monsieur Vauquier, confirmez-vous votre nomination ? Le gouvernement LRLRM va-t-il voir le jour ?» Les questions fusaient comme des flèches, mais il resta muet, répondant seulement par un sec « pas de commentaire pour le moment », avant de s'engouffrer dans son véhicule officiel. Le silence régnait durant le retour à l'hôtel. Prostré, Vauquier compulsait son téléphone, messages et notifications affluents. Journaliste en quête de détails, cadre LR inquiet, conseiller déboussolé cherchant une explication. Comment expliquer l'inexplicable ? Se demandait un proche. À 2 doigts de devenir Premier ministre, il voyait tout s'effondrer sous l'arbitraire de Lecornu. Dans son entourage, la scène fut perçue comme un désastre humiliant. Lecornu avait joué avec les nerfs de chacun, orchestré une crise artificielle, fait miroiter l'alternance pour finalement revenir sur sa décision avec la légèreté d'un enfant capricieux. « C'est un manque total de respect pour les institutions », fulminait un député LR. « On ne joue pas ainsi avec la fonction de Premier ministre. » L'humiliation était d'autant plus puissante que tout avait été planifié, annoncé, médiatisé. Vauquier avait mobilisé son équipe, préparé son gouvernement, donné interviews et déclarations publiques pour tout voir s'effondrer en quelques heures. À 13 heures, le communiqué officiel tomba. Sébastien Lecornu retirait sa démission et reprenait ses fonctions de Premier ministre. Lapidaire, le message de l'Élysée sonnait comme la fin des ambitions. Laurent était anéanti, se souvint un collaborateur. Avoir tout misé sur ce moment et le voir s'écrouler ainsi était insupportable. Une véritable déflagration de frustration et d'injustice. La conférence de presse improvisée à 14 heures fut un véritable calvaire médiatique. Dans les salons feutrés de son hôtel parisien, devant une trentaine de journalistes avides de sensationnels, Vauquier tentait tant bien que mal de garder contenance. « Les circonstances ont changé », lança-t-il d'une voix tendue, comme pour se rassurer lui-même. « Monsieur Lecornu a décidé de poursuivre sa mission et nous respectons sa décision. » Mais les questions tombèrent sans pitié. « Monsieur Vauquier, avez-vous le sentiment d'avoir été manipulé? Comment qualifier ce retournement? LR maintiendra-t-elle sa confiance en Macron? » Chaque interrogation frappait comme un coup de poignard invisible, et malgré tous ses efforts pour conserver sa dignité, l'exercice s'avérait cruel, presque humiliant. « Nous verrons dans les prochains jours quelle ligne adopter, » balbutia-t-il, fuyant l'attaque directe. L'impact sur la presse fut immédiat et dévastateur. Tous les journaux du soir titraient sur l'humiliation publique de Vauquier et l'échec retentissant de l'alliance LR-LRM. Les caricaturistes, eux, se sont régalés, le dessinant avec une valise à la main devant les grilles de Matignon, tandis qu'un éditorialiste ironisait « Voici le syndrome du Premier ministre fantôme », résumant 24 heures de rêve transformées en cauchemar éveillé. Et le pire restait à venir. Dans les jours suivants, les révélations s'enchaînèrent, dévoilant que Lecornu n'avait jamais eu l'intention de démissionner réellement. C'était un coup de pression sur Macron, expliquait un proche du Premier ministre. Sébastien voulait obtenir certaines garanties, quelques concessions. Sa soi-disant démission n'était qu'un moyen de négociation. Ces révélations achevèrent de ridiculiser Vauquier. Non seulement il avait été écarté au dernier moment, mais il avait été utilisé malgré lui comme un instrument de chantage politique. Laurent a servi de pion, reconnaissait un dirigeant LR.
Le Cornu s'en est servi pour faire pression sur l'Élysée. La vague de choc traversait les Républicains. Beaucoup reprochaient à leur président sa naïveté, sa crédulité face aux promesses macronistes. Comment peut-on se laisser berner aussi facilement ? S'interrogeait un député. Laurent aurait dû se méfier. En politique, tant qu'un accord n'est pas signé, rien n'est jamais acquis. Wauquiez tentait tant bien que mal de colmater les brèches au sein du parti. Nous avons agi dans l'intérêt de la France, assurait-il devant le bureau politique, comme pour légitimer l'inévitable fiasco. Refuser cette opportunité aurait été une erreur. Pourtant, les critiques pleuvaient de toutes parts. Et des cadres LR réclamaient sa tête, le priant de quitter la présidence. Dans les couloirs, on murmurait que Laurent avait perdu toute crédibilité. Comment peut-il encore prétendre nous diriger après un tel désastre? La droite républicaine se déchirait. D'un côté, les fidèles relativisaient, martelant que ce n'était que de la politique et que ces incidents arrivent. De l'autre, les rivaux internes voyaient là une occasion en or pour affaiblir le président du parti. Cette affaire révèle l'amateurisme de Laurent, attaquer un adversaire. Un véritable leader n'aurait jamais été dupé de cette manière. Les sondages confirmaient la gravité. La popularité de Wauquiez s'effondrait, perdant 15 points en seulement une semaine. L'image qui restait dans l'esprit des Français était celle d'un homme manipulé, humilié et utilisé. L'opinion publique est impitoyable pour ceux qui chutent, nota un sondeur. Wauquiez payait le prix fort de cette débâcle. 3 semaines plus tard, il tenta un comeback à Lyon devant 2000 militants LR. Il voulait reprendre l'initiative. « Mes amis, nous avons traversé des moments difficiles, mais nous ne devons pas nous laisser abattre. La droite républicaine a toujours un rôle à jouer dans l'avenir de la France, déclarait-il. Mais l'atmosphère avait changé. Les applaudissements étaient plus tièdes, les sourires forcés. Son autorité semblait durablement écornée. « Il fait comme si rien ne s'était passé », observait un militant. Mais personne n'avait oublié ces 24 heures d'humiliation publique. Les conséquences politiques étaient lourdes. L'alliance LR-LRM, encore envisageable quelques semaines plus tôt, était désormais inenvisageable. La méfiance régnait entre les camps. Après ce qui s'est passé avec Laurent, comment peut-on encore faire confiance à Macron ? S'interrogeait un cadre LR. Il nous a manipulés une fois, il recommencera. Du côté macroniste, on minimisait l'affaire. C'est un malentendu, les circonstances ont évolué rapidement, c'est tout, prétendait un ministre. Mais dans les faits, les relations entre le centre et la droite étaient durablement compliquées. Wauquiez était devenu infréquentable pour Macron, et réciproquement. Laurent ne pardonnera jamais cette humiliation, prédisait un observateur politique. Et Macron savait qu'il ne pourrait plus lui faire confiance. 6 mois plus tard, lors du congrès LR de décembre 2026, les cicatrices étaient encore ouvertes. Wauquiez affrontait plusieurs candidats pour sa succession. L'affaire Matignon nous poursuit encore, confiait un délégué. L'épisode laissait une marque indélébile sur Laurent, et beaucoup doutaient qu'il puisse encore mener le parti à la victoire. La campagne interne fut acharnée, et ses adversaires n'hésitaient pas à rappeler sans cesse son fiasco de mars. Je referais les mêmes choix, mais le mal était déjà fait. Au 3e tour du congrès, Laurent Wauquiez s'inclinait de justesse devant Valérie Pécresse, revenue sur la scène politique après sa défaite à la présidentielle. C'est la fin d'une époque, commentait un journaliste politique, résumant l'impact brutal de l'humiliation infligée par le Cornu. Cette gifle avait coûté à Wauquiez la présidence de LR. Lors de son discours de passation, il tentait de maintenir une posture digne. « J'ai servi ce parti du mieux que j'ai pu », déclarait-il. « Mes successeurs feront mieux que moi. » Mais dans les couloirs, l'amertume flottait comme un parfum tenace. Un proche confiait que Laurent ne s'était toujours pas remis de cette humiliation, se sentant trahi par Macron et le Cornu. 2 ans après l'épisode, il continue néanmoins à exercer ses fonctions de président de région en Auvergne-Rhône-Alpes, mais la trace de cet échec reste indélébile. Sa carrière nationale paraît désormais compromise. Ces 24 heures tragiques ont brisé cette dynamique politique, observe un biographe. Laurent, lancé sur une trajectoire ascendante, a soudain vu tout s'effondrer.
L'homme habitué au succès peine encore à digérer cette humiliation publique. Il en parle fréquemment, témoigne un collaborateur. Cette blessure est restée vivace. Au-delà de l'échec politique, c'est son orgueil qui a été touché. Habitué à contrôler son destin, il s'est retrouvé manipulé par les jeux d'autrui. Laurent a appris à ses dépens que la politique parisienne ne fait aucun cadeau, philosophe un ancien ministre. Peut-être était-il trop provincial pour ce théâtre-là. Sébastien Lecornu, quant à lui, poursuivait sa marche triomphale à la tête du gouvernement français. La manœuvre de mars 2026, qui avait pulvérisé Vauquier, lui avait paradoxalement permis de cimenter son autorité. Un tacticien redoutable, concédait un adversaire, admiratif malgré lui. En 24 heures, il avait écarté un rival potentiel tout en renforçant sa propre position. Une leçon magistrale de stratégie politique. Ce cas resterait dans les manuels comme un exemple frappant de manipulation. Un homme vit ses ambitions s'effondrer en public, prisonnier d'un jeu dont il ignorait les règles. Voilà la cruauté de la politique, analysait un politologue. Vauquier paya le prix de sa naïveté, tandis que Lecornu démontrait que, dans ce monde, tous les coups étaient permis. Le temps jugera si ce coup de maître relevait d'une légitimité stratégique ou d'une pure manipulation. Mais une évidence demeure. Laurent garde les stigmates de ses 24 heures, qui resteront sans doute l'épisode le plus douloureux de sa carrière. 2 ans plus tard, des révélations explosives firent basculer l'histoire. Un ancien conseiller de l'Élysée, dans ses mémoires, dévoilait que la fausse démission de Lecornu n'avait été qu'une manœuvre pour tester l'opposition et éliminer les concurrents. « J'ai été l'instrument d'une manipulation cynique », confia Vauquier à France 2, renonçant l'intérêt pour cette affaire et redonnant progressivement à l'ancien président de LR une forme de réhabilitation. En octobre 2027, Vauquier porta plainte pour manipulation. Les Français ont le droit de savoir si leur démocratie est instrumentalisée, clamait-il, passant à l'offensive après 2 années de discrétion. Cette renaissance politique culmina lors des élections européennes où il menait sa liste et obtenait un score inattendu de 18%, confirmant son retour sur le devant de la scène. « C'est la victoire de la vérité sur la manipulation », proclamait-il le soir du scrutin. Ce succès marquait la fin de sa traversée du désert et à chaque intervention, il rappelait l'épisode de mars 2026 comme le symbole des dérives du système politique français. Le discours résonnait de plus en plus parmi un électorat déçu par les révélations gouvernementales. « Un retournement spectaculaire », constatait un institut de sondage. En l'espace de 2 ans, les rôles s'étaient inversés. Vauquier, autrefois perçu comme un perdant, devenait maintenant une victime respectable. Cette montée en popularité relançait immédiatement les spéculations sur son avenir politique. Nombreux étaient ceux qui le voyaient comme un candidat crédible pour la présidentielle de 2032. Il possédait l'expérience, la légitimité et surtout cette aura de martyr capable de séduire un électorat en quête de sincérité. Lui-même entretenait le mystère. « Je verrai le moment venu », répondait-il aux questions sur ses ambitions présidentielles. Pour l'heure, sa priorité restait la reconstruction de la droite républicaine, rebâtir après des années de crise une mission qu'il assumait avec détermination. Son parcours, fait de chute et de renaissance, en faisait le symbole vivant de cette reconstruction. Laurent incarne la résilience, soulignait un cadre du parti. Il avait traversé l'épreuve la plus dure et en était sorti grandi. Cette dimension symbolique lui conférait une autorité morale que peu de concurrents pouvaient revendiquer. Il était l'homme qui avait résisté aux manipulations du pouvoir et qui en était sorti vainqueur. « Mon histoire personnelle rejoint celle de notre famille politique », proclamait-il lors d'un meeting. « Nous avons été humiliés, manipulés, méprisés, mais nous avons survécu et nous revenons plus forts. » Aujourd'hui, près de 3 ans après ces 24 heures qui ont failli briser sa carrière, Laurent Wauquiez pouvait mesurer le chemin parcouru. Celui qui était sorti humilié de l'Élysée en mars 2026 s'était imposé de nouveau comme un acteur majeur de la vie politique française. « Ces 24 heures ont été les plus difficiles de ma vie politique », confiait-il dans ses rares moments d'intimité. Mais paradoxalement, elles m'ont aussi enseigné l'essentiel. En politique, comme dans la vie, on ne grandit qu'en affrontant l'épreuve. Cette philosophie de l'épreuve surmontée imprègne désormais chacune de ses actions politiques.
Vauquier se présente comme l'homme qui a tiré des leçons de ses erreurs, qui a payé le prix de sa naïveté et s'en est relevé plus fort. « Je ne referai jamais les mêmes erreurs », assure-t-il avec gravité. « L'expérience m'a rendu méfiant, mais aussi plus déterminé. Mes adversaires savent que je ne me laisserai plus manipuler. » Cette nouvelle détermination inquiète tous ceux qui croisent sa route. Le Vauquier de 2027 n'a plus rien à voir avec l'homme de 2026. L'épreuve l'a endurci, aguerri et rendu redoutable. Laurent est devenu un adversaire beaucoup plus coriace, reconnaît un ministre. L'humiliation qu'il a subie l'a transformé, le rendant intraitable. Dans ses nouvelles fonctions de président du groupe LR au Sénat, poste qu'il obtint en septembre 2027, Vauquier fait preuve d'une combativité exceptionnelle face au gouvernement Lecornu. Chaque intervention, chaque amendement, chaque prise de parole semble guidée par le souvenir des humiliations de mars 2026. C'est sa revanche, observe un journaliste parlementaire. Laurent rend coup pour coup, loi après loi, débat après débat, infligeant à Lecornu le poids de l'humiliation passée. Cette stratégie de harcèlement parlementaire porte ses fruits. Le gouvernement Lecornu, jusque-là relativement tranquille au Sénat, doit désormais composer avec une opposition plus structurée et vindicative. Vauquier a transformé le groupe LR en véritable machine de guerre, constate un sénateur de la majorité. Ils interviennent sur tous les fronts avec une efficacité redoutable, compliquant singulièrement la tâche du premier ministre, habitué à gouverner sans contrainte parlementaire majeure et découvrant à ses dépens les inconvénients d'un adversaire motivé par la revanche. Un proche confie que Sébastien Lecornu commence à ressentir les premiers regrets de son coup de 2026. En humiliant Vauquier, il s'est forgé un ennemi tenace. Politiquement, ce geste se révèle être une erreur. Au-delà de la vengeance personnelle, la guerre parlementaire qui s'ensuivit a produit des effets concrets. Plusieurs projets majeurs du gouvernement ont été retardés ou modifiés sous la pression d'une opposition sénatoriale menée avec précision par Vauquier. Laurent a compris que le Sénat pouvait devenir son point d'ancrage pour reconquérir le pouvoir, explique un constitutionnaliste. Il exploite cette institution pour redevenir incontournable dans le débat national. Et cette stratégie porte ses fruits. Média après média, analyste après analyste, tous reconnaissent aujourd'hui que Vauquier est redevenu un poids lourd de la politique française. Son comeback est considéré comme l'un des plus spectaculaires de la vie publique, estime un historien politique. Peu d'hommes politiques ont su transformer une humiliation d'une telle ampleur en un succès éclatant. Cette renaissance pose naturellement la question de l'avenir. À 52 ans, l'ancien président de région dispose encore de longues années pour s'affirmer, et nombreux sont ceux qui parient qu'il n'a pas dit son dernier mot. Laurent nourrit une revanche, prédit un de ses proches. Ces 24 heures de mars 2026 hantent toujours son esprit. Il ne trouvera de repos que lorsqu'il aura infligé à ceux qui l'ont humilié une réponse à la hauteur. Cette soif de revanche pourrait bien devenir le moteur de la prochaine étape de sa carrière. Car si Vauquier a reconquis sa place dans le paysage politique, la réparation totale qu'il estime méritée reste encore à obtenir. Le véritable règlement de compte se jouera lors de la prochaine élection présidentielle, prévoit un analyste. Si Laurent décide de se lancer, ce ne sera pas seulement pour briguer l'Élysée, mais aussi pour prendre sa revanche sur ceux qui l'ont trahi. En attendant ce rendez-vous, Vauquier porte encore les traces de ces 24 heures qui ont failli anéantir sa carrière. Mais ces cicatrices se sont transformées en décoration. L'humiliation s'est muée en légitimité, la naïveté en expérience, la défaite en tremplin vers un nouvel élan. L'histoire de ces 24 heures restera gravée comme l'un des épisodes les plus marquants et troublants de la politique française contemporaine. Elle révèle à la fois la cruauté des jeux de pouvoir et la capacité des hommes à résister. Vauquier en est sorti meurtri mais grandi, humilié mais plus fort. Peut-être est-ce là, au fond, la véritable leçon. En politique, comme dans la vie, ce ne sont pas les chutes qui forgent d'un homme, mais sa manière de se relever.